Je voulais qu'on évoque maintenant le dossier des éoliennes. Alors, vaste sujet, éoliennes terrestres, éoliennes en mer, mais je vais vous donner les éléments de notre échange, de notre débat aujourd'hui. Dans un petit instant, nous serons en ligne avec Olivier Morin, et puis je recevrai également Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables. Je vais vous situer le cadre de nos échanges. Ce sont les plages du débarquement. Les plages du débarquement, elles ont été classées au patrimoine de l'UNESCO. Et il y a un lieu en particulier qui est un lieu hautement symbolique, Courseulles-sur-Mer. Pourquoi est-ce qu'il est symbolique? Parce que le 14 juin 1944, le général de Gaulle a posé le pied. Pour la première fois depuis quelques années, depuis longtemps en tout cas, il a posé le pied sur le sol de France. Vous savez ce qu'est Juno Beach, eh bien nous sommes dans cette région. Eh bien depuis 2021, des travaux de construction d'éoliennes géantes ont débuté à cet endroit précisément. Donc quand on se situe du côté de la plage, il y a évidemment le cadre historique et puis il y a aussi ce qu'on découvre progressivement, des éoliennes 64 au total, 176 mètres au-dessus du niveau de la mer, et donc de très nombreuses questions. Bonjour Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous défendez comme, au fond, vous êtes un peu un garant du cadre de vie. Enfin, tout à la fois, vous vous intéressez bien sûr, comme tous les élus locaux, aux questions économiques, à la production d'énergie, mais vous êtes garant aussi de votre cadre de vie. Quel est votre point de vue dans ce dossier? Écoutez, mon point de vue, c'est que sur ce sujet, l'État a la main et totalement la main. Bon, ça c'est le premier point. Malheureusement, j'allais dire. Pour nous, Normands, il est évident qu'il y a deux sujets différents, qui est l'éolien offshore, dont vous parlez, en évoquant les plages du débarquement, et l'éolien terrestre. Lorsque j'ai défendu le dossier du classement des plages au patrimoine mondial de l'UNESCO, la question de l'éolien a été une question centrale pour l'UNESCO. Et la position que nous avons défendue avec l'État, c'est de dire ces plages font partie du patrimoine mondial et en quelque sorte ont un message qui est un message éternel, celui de la paix, de la sécurité, mais aussi du développement durable. Et ce parc d'éolien offshore est en construction, il y a une concession qui a été accordée à EDF, et donc on doit vivre avec. Oui. Et puis de l'autre, il y a l'éolien terrestre. Et là, votre argument a été de dire, si j'ai bien compris, que le classement, ça a permis de geler, c'est ça, l'implantation d'éoliennes terrestres. Alors, l'éolien terrestre désormais est totalement proscrit dans le cadre du classement des plages. Donc, tout ce qui est, pour ceux qui connaissent bien la Normandie, tout ce qui est entre la route nationale 13 à partir de Caen jusqu'aux plages du Tabitch, tout ce qui est côté qui va entre la RN 13 et la mer est désormais interdit à l'éolien terrestre. Et tant mieux. L'éolien terrestre a un double défaut. Le premier, c'est qu'il massacre nos paysages, et deuxièmement, il coûte très cher aux contribuables. Et il est inefficace, oui. Oui, c'est 20-25% maximum de rendement par rapport à la puissance installée. Comparé au nucléaire, c'est 80%. Et puis pour ceux qui défendent l'éolien terrestre, je leur dis simplement, est-ce que vous voulez défendre le modèle allemand? Le modèle allemand, quand on produit l'électricité en Allemagne, on produit 10 fois plus de CO2 que lorsqu'on en produit en France parce que nous avons l'énergie nucléaire. Donc sur l'éolien terrestre, c'est réglé. Sur l'éolien offshore, ce qui a été dit par la France, puisque c'est la France qui a défendu notre dossier à l'UNESCO, et on était ensemble à Busan en Corée, c'est de dire il y a une concession, cette concession elle doit être respectée, c'est l'état de droit, et bien entendu, toute modification, tout élément qui viendrait à entacher un peu plus le paysage autour des plages du débarquement ne sera pas possible. Et en clair, dans 25 ans, EDF a fait des provisions pour éventuellement le démantèlement. Il nous appartiendra d'examiner avec les technologies de l'époque, avec les besoins d'électricité de l'époque, de l'avenir,
de ce parc au-delà des 25 ans de la première concession. Vous avez raison, Hervé Morin, il faut raisonner en termes d'avenir, hein, parce que la technologie avance très très vite. On aura peut-être trouvé des solutions sur le stockage de l'électricité. C'est le grand problème des ENR d'ailleurs. Hein. Je rappelle la base. Hein, l'électricité, c'est un marché de la demande, c'est-à-dire qu'il faut produire au moment où la demande s'exprime, et y compris quand il y a un pic de la demande. C'est pour ça qu'il faut des outils pilotables. Qu'est-ce qui est pilotable en France? C'est le nucléaire, c'est l'hydraulique notamment. Le reste a toute sa valeur, hein, les ENR ont toute leur valeur, mais c'est à ce stade pas tout à fait pilotable. Je suis également avec Jules Nissen, le président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour monsieur. Quelle est alors votre position là dans ce dossier particulier? C'est vrai qu'on est sur un territoire qui est un territoire chargé d'histoire, fortement symbolique. Mais moi, bonjour à tous, et moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hervé Morin. Je pense que depuis 2012, le projet a été développé en sachant parfaitement qu'il y avait une demande de classement au titre du patrimoine mondial auprès de l'UNESCO. Il y a plusieurs groupes de travail qui ont été créés, qui associent les anciens combattants, les élus, et Hervé Morin a rappelé l'essentiel des dispositions qui ont été prises. Et je confirme bien que les concessionnaires sont dans l'obligation de constituer des réserves qui sont bloquées dès le début du projet pour assurer la réalité du démantèlement, et puis après on verra comment les choses se feront. Moi, ce que je peux simplement ajouter à ce qui a été dit, c'est le fait que de ce travail qui a été fait avec les organisations qui s'occupent du devoir de mémoire conduit aussi à des idées comme celles qui permettent par exemple de dénommer les lignes d'éoliennes avec des noms de navires, et au fur et à mesure qu'on s'approche de la côte, on est sur les navires qui ont été les plus impliqués dans le débarquement. Donc la première ligne, c'est pour les Liberty Ships, ensuite pour les destroyers, etc. Ces parcs éoliens en mer se visitent, ils ont un certain succès d'ailleurs, et donc ça permet aussi de contribuer au devoir de mémoire et à l'éducation des populations. Il y a aussi toute une série d'autres actions. Donc voilà, il faut concilier des objectifs qui sont pas forcément parfaitement compatibles entre eux, mais je trouve que sur cette affaire-là, les meilleurs efforts ont été faits par tout le monde pour essayer d'y arriver. Mais comme l'a dit Hervé Morin, c'est l'État qui choisit les zones. Nous, producteurs d'énergie renouvelable, on développe les projets dans les zones qui sont indiquées, et tout ça en essayant de respecter la contrainte de classement à l'UNESCO qui est acquise aujourd'hui. Donc c'est quand même ça la bonne nouvelle dont il faut se féliciter. Je vous ai vu faire la moue, Hervé Morin, je n'ai pas compris pourquoi. Expliquez-nous. Non, parce que le marketing qui a consisté à en effet dénommer les différentes lignes d'éoliennes, très franchement, bon, c'est l'idée sympathique. C'est pas une immense trouvaille. Mais c'est pas comme... On va se dire les choses comme ça. C'est pas une immense trouvaille. Mais bon, il y a un débat quand même en France, hein, sur les éoliennes. Bon, les éoliennes terrestres, grosso modo, ont un taux de rendement qui est à 25% de l'optimal, c'est-à-dire extrêmement faible, et on peut s'interroger effectivement sur le fait que il faut probablement infléchir notre politique, la politique des ENR, des énergies renouvelables, mais l'éolien en mer tiendra-t-il, selon vous deux, je commence avec vous Hervé Morin, toutes ces promesses de production? C'est quand même essentiel. On me parle pour EDF Power Solutions de 450 MW par an, soit de quoi produire de l'électricité pour 600 000 habitants. Écoutez, sur l'éolien terrestre, moi, il faut d'abord repartir sur un élément fondamental, qui est qu'aujourd'hui la France produit trop d'électricité. Elle en vend beaucoup, oui. Elle en vend, oui, mais ce que les gens ne disent pas, quand je lis des papiers disant c'est formidable, on vend de l'électricité, ça améliore la balance commerciale, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on la vend moins cher qu'elle nous a coûté. Oui. Donc en clair, on fait peser aux contribuables le fait de vendre de l'électricité moins cher que ce qu'elle nous a coûté. Il y a même des prix négatifs, vous avez raison. Prix négatifs. Alors les prix négatifs sont les prix négatifs dans la journée, puisque bien entendu, comme vous l'avez dit, cette énergie n'est pas stockable, donc elle arrive sur les réseaux, et elle arrive sur les réseaux en général avec le solaire, notamment quand il fait des années comme celle-ci, avec donc une bulle, on appelle ça la bulle solaire, en milieu d'après-midi, donc on a même des prix négatifs. Oui. Bon, donc en France, on a 20 à 25% d'électricité en trop. On est en train de rebâtir notre programme électronucléaire, mais l'avantage du programme électronucléaire, au-delà du fait que ce soit pilotable, mais c'est que nous, en Normandie, on en voit les conséquences directes. C'est que c'est un facteur de réarmement industriel considérable. Enfin, bien sûr. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui sont en train soit de s'installer, de recréer des unités de production, de recréer de la valeur sur les territoires, soit des entreprises qui étaient quasiment mortes et qui ont été sauvées grâce au nucléaire.
Et c'est pas l'éolien terrestre qui va nous permettre ça, parce que c'est pas là, on les achète en Chine. Bon, donc très clairement, il faudrait un jour être raisonnable, en sachant, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand il y a trop d'électricité, l'éolien terrestre est prioritaire sur l'énergie nucléaire. Oui. Donc on arrête les centrales, pour faire simple, pour permettre pour faire de la place sur le réseau. Et on est toujours sur le risque qui a connu d'un blackout complet, comme ont connu les Espagnols, parce que cela déséquilibre massivement les réseaux. Voilà la situation. Donc moi je dis, l'éolien offshore, laissez-moi terminer simplement, j'en ai pour 20 secondes. L'éolien offshore, il y a des usines en France, notamment en Normandie, il y a une filière, ok. Est-ce qu'on aura d'autres parcs d'éolien offshore? C'est pas si sûr que ça, parce que quand on voit les 2 futurs parcs que l'État a annoncés, Total a d'ores et déjà décidé d'abandonner le projet, et EDF est pas loin non plus d'abandonner le projet, parce que globalement, l'amortissement des projets est loin d'être garanti et qu'il n'y a personne derrière. Mais au moins sur l'éolien terrestre, qu'on arrête de nous mettre des éoliennes qui massacrent nos paysages et dont personne ne veut. Bon. J'ai fait un sondage en Normandie. Est-ce que vous êtes favorable à l'éolien terrestre? Savez-vous combien il y a de Normands qui sont favorables à l'éolien terrestre? 7%. Oui, ça 7%. Fait peu. Bon. Parce que ceux qui sont favorables, ce sont ceux qui vivent en ville et qui disent l'essentiel c'est l'électricité. Moi, l'éolienne, elle n'est pas au pied de chez moi. Hervé Morin, les 20 secondes normandes sont pas 20 secondes françaises. Pardon de vous le dire, hein, comme ça, aussi directement. Elles sont marseillaises. Mais, bon, ça m'a permis de consulter le site Electricity Maps, que je regarde très régulièrement, qui mesure l'empreinte carbone de production entre les pays européens. Et en effet, l'Allemagne, notre voisin qui a fait le choix des ENR, émet aujourd'hui 150 grammes pour produire 1 kWh, la France 25 grâce au nucléaire. Et donc ma question, Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables, elle est la suivante, elle est toute simple, et vous allez mettre votre robe d'avocat pour vous défendre, hein, là, c'est quel intérêt avons-nous finalement à produire du renouvelable ? J'espère que j'aurai autant de minutes marseillaises que de minutes normandes, hein, parce qu'il s'est dit quand même énormément de choses. D'abord, je voulais démentir le fait que les projets attribués récemment à Total, notamment, ne suivraient pas leur cours sur l'éolien offshore. C'est totalement faux. C'est le partenaire de Total, RWE, qui a arrêté. Il y a des discussions menées par Total pour poursuivre le projet. À ma connaissance, il n'y a aucune intention de Total d'arrêter, et l'État vient d'ailleurs de lancer un nouvel appel d'offres qui nommé appel d'offres dit. Donc ça suit son cours. Parce qu'il nous reste plus de temps. Oui, mais M. Morin a utilisé beaucoup de temps. Certes, mais donc ensuite, je ne comprends pas pourquoi on passe notre temps à expliquer que les ENR électriques c'est un problème. En fait, ce qui est l'atout de la France, c'est de produire beaucoup d'électricité. Alors certains disent on en produit trop. Ça nous permet d'éviter d'avoir des prix élevés. Aujourd'hui, les prix de l'électricité en France, c'est à peu près la moitié de ce que ça coûte en Italie. C'est moins des 2/3 de ce que ça coûte en Allemagne, et c'est un énorme avantage en termes de réindustrialisation. Et il suffirait demain que quelques data centers, un projet industriel, et puis les mouvements dont on sent le démarrage, comme la mobilité électrique, le transport électrique en général, se mettent en route pour que dans un horizon de 3 à 4 années, la demande d'électricité soit très importante. Bon, écoutez, malheureusement, je vous promets qu'on reprendra... Non, mais vous pouvez pas m'arrêter là, parce que Monsieur Morin, que j'apprécie beaucoup, vous a dit tout cet échange, je vous promets qu'on le reprendra un tout petit peu plus tard, mais malheureusement, écoutez, j'ai cette contrainte du temps, je suis désolé, je suis un arbitre probablement très désagréable, mais bon, enfin, chacun a pu exprimer son point de vue. Dans un petit instant, je reviens avec ce match. Oh, c'est le match du jour. C'est le match entre Elon Musk et Marine Tondelier. Je vais tout vous expliquer. – 18h, 20h, rejoignez-nous du lundi au vendredi.